bonsoir à tous, bienvenue dans M. Une large part de cette émission sera consacrée ce soir à l'aide aux sans-abri. Après le scandale du SAMU social, le secteur est en voie de réorganisation. Les questions, les inquiétudes sont nombreuses. La ministre Céline Frémaux est ce soir face à 3 associations pour en débattre. Et puis en fin d'émission, nous dialoguerons avec Halim, l'auteur et le dessinateur d'une bande dessinée, un roman graphique qui s'intitule Petite Maman et il est consacré à un sujet grave, la maltraitance des enfants. Et on commence cette émission donc avec l'avenir du secteur des sans-abri. Vous l'avez vu dans notre journal, l'actualité se bouscule. Nous, c'est de ce qui va se passer l'après SAMU social et l'avenir du secteur. C'est de cela dont on va parler ce soir avec nos invités. 3 représentants d'associations et la ministre chargée de l'aide aux personnes, Céline Frémaux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le secteur qui vient en aide aux sans-abri est en crise. Il l'a fait savoir ces dernières semaines, tant le personnel des maisons d'accueil que celui du SAMU social ont manifesté leur inquiétude et leur désarroi. Dans la ligne de mire, il y a les conditions de travail et l'avenir incertain. Écoutez plutôt. Voilà, on doit entendre en principe. Avec des équipes diminuées parfois de moitié, certains travailleurs qui commencent leur journée à 16h, qui les finissent à 8h du matin. Bon, ça, c'est très compliqué. Voilà, on est un peu dans une tourmente qui ne nous permet pas de travailler en toute sérénité. Ça nous perturbe. On n'est pas oublié, il y a des initiatives qui sont soutenues, mais proportionnellement par rapport à l'argent que reçoit le SAMU social, on n'est pas beaucoup subsidié. Le SAMU social fait du bon travail pour une partie du travail qu'ils font, mais ne donner que de l'argent à l'accueil d'urgence, à des repas, à des lits pour la nuit, oui c'est important, mais on ne peut pas limiter l'aide à ça. On doit étendre cette aide-là. Et donc soit étendre des missions, mais quand on a tellement de missions comme ils ont, ça devient compliqué. Soit donner ces missions-là à quelqu'un d'autre et donner les financements qui permettent de faire ces missions-là. Voilà, donc il y a une nouvelle structure qui doit voir le jour pour remplacer le SAMU social. C'est le BIS ou le BIS, comme on l'appelle, le Bureau d'aide et d'insertion sociale. Alors ça suscite pas mal de questions au sein du secteur. Christine Van Essen, bonsoir. Vous êtes directrice de la Fédération des maisons d'accueil et en même temps administratrice du SAMU social. Alors, beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir du secteur. Vous avez là la ministre en face de vous. Qu'avez-vous envie de lui dire ? Combien ? Et ça, c'est très clair. Hein. Plus sérieusement, je pense que le secteur, effectivement, et depuis de nombreuses années, est demandeur d'une réforme. Je pense qu'on a beaucoup déjà travaillé ensemble par rapport à ça. Évidemment, la crise du SAMU social est venue rajouter une couche à tout ça et à la fois peut-être une opportunité pour rebattre les cartes. C'est des choses et des termes qu'on a souvent utilisés. Je dirais que depuis le mois de juin, le mois de juillet, on a des opportunités qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent. Maintenant, il faut pouvoir concilier des demandes lancinantes et récurrentes de ce secteur qui demande à être renforcé depuis des années, tant sur l'accompagnement social que sur l'hébergement, que sur l'accompagnement en logement, puisque le sans-abrisme prend différentes facettes, peut prendre en tout cas différentes facettes. Et effectivement, la crise du SAMU social rajoute une couche et donc on aimerait pouvoir bénéficier et profiter quelque part de cette crise pour aller encore un cran plus loin et se dire, voilà, on a devant nous une réforme, on a devant nous un secteur qui va pouvoir changer. Oui, alors Céline Frémaux, bonsoir. Bonsoir. Donc beaucoup d'inquiétudes de la part du secteur. Alors il y avait une question quand on a préparé cet entretien. Vous m'avez dit, on ne nous dit pas quels sont les moyens nouveaux pour le secteur. On a l'impression qu'on va encore beaucoup consacrer de moyens à l'urgence sociale par rapport à la réinsertion sur le plus long terme des sans-abri. Votre réponse par rapport à cela ? Alors, ma réponse d'abord, c'est que depuis 3 ans, et les acteurs le savent bien, j'ai veillé à pouvoir implémenter à Bruxelles toute une série de politiques innovantes. Vous étiez autour de la table, notamment par rapport au Housing First. On a dégagé des moyens, on est passé de 400 000 € à 1 200 000 €. Je pense qu'il y a énormément d'émergence de projets au sein du secteur associatif qui méritent d'être portés. C'est vrai que, comme le dit Madame Van Essen, on a un momentum. On a un momentum, on n'a pas commencé à travailler hier, mais c'est vrai que la crise du SAMU social est venue accélérer ce momentum. Dès 2014, je me suis rendue à l'étranger, notamment à Londres, aux Pays-Bas, pour voir à certains moments comment ces pays, comment des grandes villes pouvaient traiter la problématique du sans-abrisme en dehors de l'urgence. Si je peux préciser le débat, la question c'est est-ce qu'on va consacrer toujours autant de moyens
à l'urgence sociale? Alors, on va consacrer les moyens qui sont nécessaires à l'urgence. On a un dispositif hivernal qui va démarrer le 15 novembre, qui va se terminer au printemps. On sait qu'on a toujours voulu pratiquer un accueil inconditionnel à Bruxelles depuis maintenant 3 ans, 1300 lits. Et donc, ces moyens sont là, mais ils vont être effectivement beaucoup plus contrôlés, puisque c'est probablement ce qui a aussi manqué dans les décennies précédentes. Et bien évidemment qu'il faut un rééquilibrage avec le secteur associatif. Moi, j'ai toujours plaidé pour ça depuis de nombreuses années. On a eu un acteur qui était hégémonique dans le secteur du sans-abrisme, et ça a provoqué plus que des crispations. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire de la problématique du sans-abrisme à Bruxelles qui est extrêmement important. Mais ça veut dire qu'il faut le faire ensemble et qu'il faut qu'on construise ensemble la vision qu'on a du sans-abrisme, de la problématique et des réponses à apporter au sans-abrisme. Une question et une interpellation de Pierre Ekmans. Bonsoir. Vous représentez l'ASB, l'infirmier de rue, sur ce plateau. Alors vous, par rapport à cette nouvelle structure, vous avez donc ce BIS, ce Bureau d'aide et d'insertion sociale. Vous avez peur que ce soit un gros bazar qui remplace un gros bazar? Oui, un encore plus gros bazar qui remplace un gros bazar. J'ai peur surtout que le débat autour de ces structures, le débat autour de toute l'organisation du secteur, cache un petit peu la vraie problématique et les vraies demandes qu'on a pour le moment, qui sont de pouvoir offrir des portes de sortie aux personnes qui sont dans la rue ou qui sont dans des maisons d'hébergement. Et ces portes-là, pour l'instant, il n'y en a pas assez? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il y en a vraiment, ça ne manque pas, ça manque grandement, ça manque énormément. Et je dirais, ça ne concerne pas seulement mon association qui s'occupe de refaire du logement à partir de la rue, mais aussi les maisons d'accueil, etc. Donc c'est tout un secteur qui est engorgé, je dirais, qui cherche des solutions et dont la réorganisation interne est évidemment intéressante, probablement, mais n'oublions pas la solution principale et la demande principale qui est trouvons des logements, remettons les gens en logement, stabilisons-les en logement, parce que ça, à long terme, c'est ça la vraie solution au sans-abrisme. Oui, parce que c'est vrai, hein, les budgets étant ce qu'ils sont, quand on doit faire de l'accueil d'urgence, il y a des missions à côté qu'on ne sait pas faire puisque le budget n'est pas infini. Alors, par rapport à cette préoccupation-là, vous parlez de réorientation, ça veut dire quoi? Et madame disait combien? Alors écoutez, je vais être très claire. En 2017, on a voté un texte, un décret, et l'ensemble des acteurs ici en sont bien informés, puisqu'on a reconnu une demande du secteur qui était quand même historique sur le fait de pouvoir agréer en fait les maisons d'accueil dans leur mission de post-hébergement et de donner donc des moyens en conséquence. Et ça a été fait au niveau de la COCOF. Maintenant, il y a tout un travail qui doit être opéré aussi au niveau de la COCOF. Mais quelle réorientation budgétaire, Céline Frémont? Mais il y a eu, pour chacune des maisons d'accueil à Bruxelles, et on en crée encore aujourd'hui, l'équivalent d'un mi-temps complémentaire qui a été dégagé sur le post-hébergement. Ça a été quelque chose qui est demandé depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, ne me faites pas dire que c'est suffisant. Je ne vous dirai jamais que c'est suffisant. Le Housing First, c'était 400 000 € en 2014. C'est plus d'1,2 million maintenant. Et ça doit continuer encore, parce qu'on voit des résultats extrêmement probants. Il faut pouvoir le dire aussi, que ce qu'on a fait depuis 3 ans donne des résultats extraordinaires. Et quand 95% de taux d'insertion. Et quand on vous dit que ce bureau d'insertion sociale, ça va être encore une plus grosse structure et qu'elle risque finalement de poser les mêmes problèmes et d'être difficilement gérable. Alors, je pourrais vous répondre sur le fond et sur la forme. Sur le fond, il y aura des missions qui sont extrêmement définies. Il y a la nécessité d'avoir une reconnaissance des missions d'aide aux sans-abri, notamment du secteur associatif. Et ça, c'est indispensable d'avoir un texte aujourd'hui qui le permet. La deuxième chose, c'est une amélioration fonctionnelle, politique, en termes de pilotage administratif de l'urgence. Mais ça doit être co-construit avec les acteurs. C'est ce qui a manqué, en fait, pendant 30 ans. Fonctionnelle, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Vous avez les missions de l'urgence qui existaient au niveau du SAMU, qui vont être transférées au niveau de l'ASBL de droit public, pour ne pas qu'il y ait toujours cette rupture qui a systématiquement existé depuis 30 ans, avec un secteur de l'urgence complètement prépondérant. Il faut faire de liens. Et puis, à la troisième chose, qui sont les missions d'évaluation et les missions d'études du sans-abrisme, avec la Strada. Ouais. Alors, Yaha Hachène Sami, bonsoir. Vous êtes justement directeur de la Strada, ce centre d'appui au secteur du sans-abri. Alors, on le voit, hein, avec ce BIS, il y aura toujours une grosse structure d'accueil. Ça, c'est un des points critiques. Hein. Vous dites, vous déconseillez les grosses structures d'accueil, vous préféreriez de plus petites structures d'accueil, même dans l'urgence. Mais ce sont deux choses différentes. Donc, il y a une première, c'est de distinguer effectivement les missions qui sont
adressée par le BIS à l'ensemble du secteur. La coordination, comme Madame la Ministre vient de le dire, la coordination, la concertation, les études sur le secteur. Et effectivement, ce que nous préconisons, c'est de scinder ces missions, de les garder dans un centre à part et de mettre sur le côté, dans une autre structure, les missions qui seraient héritées du SAMU social en termes d'urgence, d'opérateurs. Et là, effectivement, il y a un autre débat qui est quel type de service est-ce qu'on veut rendre auprès des sans-abri à Bruxelles? Est-ce que l'on veut le faire dans des grosses structures? Le problème... ce sera le cas, hein, Céline Frémaux, il y aura une très grosse structure. Non, mais confirmé, je veux dire, on va pas. Certains bâtiments existent, celui de la rue Royale, on va pas tout d'un coup disloquer tout ça, ils continueront à être opérationnels dans la nouvelle structure, on imagine. Il y aura encore demain à Bruxelles au moins 1300 places pour l'accueil hivernal, parce que demain vous serez les premiers à me reprocher instamment s'il y a des saturations qui sont opérées. L'urgence est une nécessité, mais ma vision n'a jamais été celle de l'urgence de façon monomaniaque. Je pense que l'ensemble des acteurs ici peuvent en témoigner, puisque dès 2014, j'ai développé toute une série de politiques innovantes qui ont été financées. Oui. Mais ce que nous disent les interlocuteurs ici, c'est qu'on consacre encore trop de moyens à l'accueil d'urgence. C'est ça que vous pensez, M. Reckmans? Je pense que la crainte, c'est surtout, est-ce que le débat va continuer à être sur l'accueil d'urgence et combien de places il faut et combien de places il faut en plus à chaque hiver, ou bien est-ce que le débat va enfin être combien de logements est-ce qu'il nous faut par an et combien est-ce qu'on va en rajouter? Et ce débat, il n'existe pas? Ce débat, pour le moment, n'existe pas. Ouais. Il est tout à fait occulté. Il est poussé par quelques associations qui, elles, sont confrontées au problème de suivre des gens dans la rue, de les voir éventuellement décédés dans la rue et de vouloir les remettre en logement. Ouais, Christine Van Essen, vous confirmez ça? Je confirme, et moi je rajouterais une dimension complémentaire, c'est que le secteur de l'aide aux personnes sans abri est un secteur qui vient après tout, après toute autre mesures qui peuvent être prises en amont, et donc tout ce qui concerne la prévention de la lutte contre le sans-abrisme. Nous, on est le dernier maillon avant plus rien, et on n'est déjà plus rien pour certaines personnes. Et donc c'est aussi en amont de notre secteur qu'il faut pouvoir lutter efficacement contre le sans-abrisme. Donc le logement, c'est évidemment une des portes de sortie auxquelles on tient effectivement très fort, mais comment faire en amont pour ne pas perdre son logement? Qu'est-ce qui ferait que des personnes puissent le maintenir, puissent se maintenir dans leur logement avant d'arriver dans notre secteur? Alors Céline Frémaux, vous avez entendu M. Reckmans qui nous dit ce débat sur la réinsertion, il n'est pas assez présent aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que depuis 3 ans, c'est justement toute une série de nouvelles initiatives qui ont été largement soutenues. Certainement pas assez, mais qui connaissait il y a 5 ans à Bruxelles le Housing First? Personne. Qui finançait le Housing First il y a 5 ans à Bruxelles? Personne. Qui faisait en sorte que les acteurs puissent se rencontrer? Excusez-moi, j'ai récupéré d'une certaine manière une compétence logement et d'aide aux personnes. Force était de constater, quand j'ai rencontré les acteurs, qu'ils se connaissaient très peu. On a organisé, Madame Van Essen le sait, la mise en contact et en réseau des acteurs du logement, de l'aide sociale et les maisons d'accueil pour créer justement cette fluidité qui manquait maintenant depuis de nombreuses années. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas suffisant. Non. Et donc ce qu'il faut un certain moment, c'est permettre un certain moment aux maisons d'accueil, ils ont maintenant la mission de post-hébergement qui est reconnue, mais augmenter évidemment encore les moyens de ces acteurs-là. Alors soyons concrets, hein, Madame Van Essen, vous manquez de place pour les familles, les couples avec enfants. Et ce que vous dites actuellement, c'est que par manque de solutions de réinsertion par le logement, il y a des gens qui restent dans les maisons d'accueil alors qu'ils pourraient sortir. Oui, donc ça c'est un constat qu'on fait quand on étudie les séjours des personnes qui sont hébergées en maison d'accueil, grâce notamment à la Strada, comme ça tout est dans tout, c'est qu'effectivement certaines personnes ont des séjours qui sont plus longs, qui seraient prêtes en fait à sortir, qui seraient tout à fait autonomes, parce que le travail d'accompagnement social qui a été fait a été suffisant, bien mené, etc. Sauf que faute de logement accessible financièrement, correspondant à la taille des familles, etc., eh bien effectivement on coince malgré tout, malheureusement, des personnes dans ce secteur sans abri, alors qu'elles pourraient très bien être en logement. Oui, vous faites la même constatation, M. Reckmans, infirmier de rue, vous faites aussi de la réinsertion par le logement? Oui, et donc pour le moment, notre équipe d'accompagnement qui est financée par Mme Frémaux est bloquée dans son travail et peut en fait moins réinsérer de personnes parce que nous n'avons pas assez de logements. Donc cette année-ci, nos chiffres ne sont pas excellents, mais ce n'est pas parce que l'équipe n'a pas bien travaillé ou n'aurait pas pu plus travailler, mais c'est parce qu'on n'a pas les logements pour remettre les gens. Donc Alors, Céline Frémaux, c'est vrai qu'on répond aux situations d'urgence, on vous interpelle et c'est vrai qu'on crée des places. Et ici, on a l'impression que c'est beaucoup moins évident
que les demandes des associations soient rencontrées. Mais je vais vous répéter ce que je vous ai dit à plusieurs reprises. Le post-hébergement vient d'être reconnu, demande historique du secteur. En tant que ministre du Logement, j'ai réservé, et Mme Van Essen prend un cas bien précis. Aujourd'hui, une femme victime de violences conjugales qui se retrouve dans une maison d'accueil, j'ai fait réserver un quota de 3% dans les sociétés de logement public à Bruxelles. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Ouais. Ça a permis... Mais quand monsieur dit notre équipe est bloquée parce qu'on ne trouve pas de solution, c'est quand même un constat qui est assez amer, hein, vous en conviendrez. J'ai fait modifier l'ordonnance aussi sur les agences immobilières sociales pour pouvoir intégrer toute une série de dispositifs qui n'existent pas. Maintenant, si la question est celle du logement de façon structurelle, bien évidemment, c'est pas pour rien à un certain moment que j'ai pris des mesures alternatives, avec notamment des allocations loyers à Bruxelles, parce qu'on sait très bien que l'attente en matière de logement social, elle reste forte à Bruxelles, et qu'il faut de la création de logement social, mais que ça prend énormément de temps, et ça on en est tous conscients, que les plans ci et les plans là, certainement c'est la faillite des plans, et qu'il faut pouvoir avoir du travail sur les logements vides, de travailler avec les agences immobilières sociales qui connaissent un grand succès aujourd'hui à Bruxelles. Donc il n'y a pas une solution clé sur porte, il faut vraiment activer toute une série de leviers. Mais réserver 3% des logements dans les sociétés de droit public, en fait, au niveau de Bruxelles, mais c'est quelque chose qui vient d'être fait. Ouais, mais on a pu le faire parce qu'on a mis le secteur en contact, et c'est quelque chose d'ahurissant, parce qu'avant, ça ne se passait pas. Mais ces solutions-là, vous en pensez quoi, vous, M. Reckmans ? Je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, effectivement. Mais, comme j'ai déjà dit, il faut être beaucoup plus... Au niveau quantitatif, il faut évidemment avancer beaucoup plus vite. Je pense qu'en termes de public vulnérable qui est dans la rue actuellement, il nous faudrait quelque chose comme 150 places par an pour avancer rapidement, pour mettre ces gens-là définitivement ou à long terme à l'abri. Sans compter tous ceux qui attendent un logement social. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le sans-abrisme ne se réduit pas à une question de logement, d'une part, et d'autre part, il y a déjà de nombreux acteurs qui travaillent avec le public sans-abri. Il y a aussi la santé mentale, la toxicomanie, le secteur médical. Et Madame Van Essen parlait tout à l'heure de la question de la prévention. Effectivement, il y a toute une série de leviers qui pourraient être davantage encore investis pour permettre de détecter plus avant des situations où des familles pourraient basculer à un moment donné dans le sans-abrisme et pouvoir mettre en place les moyens nécessaires pour éviter, parce que c'est une perte pour tout le monde, les familles se retrouvent à la rue, mais les pouvoirs publics doivent alors payer davantage d'argent pour permettre à ces personnes de réinsérer dans le circuit social. Madame Vanessa. Oui, moi je voudrais juste revenir au début de la législature, quand Madame Frémaux est arrivée et qu'on a effectivement observé les différents portefeuilles que vous aviez. Effectivement, on s'est dit, génial, on a enfin une ministre à Bruxelles, qui a dans ses compétences l'action sociale à la COCOF, l'aide aux personnes à la COCOM et le logement. 3 matières essentielles pour nous. Et effectivement, on voit, et donc me permet de vous envoyer quelques fleurs malgré tout, parce que le travail, il est là. Et donc, je pense que c'est important de le saluer aussi. Mais oui, parce qu'évidemment, il y a toujours un mais. Mais donc, il y a des éléments extrêmement positifs qui font tout doucement leur chemin et dont on verra, j'espère, des résultats positifs et encore plus grands en fin de législature. Mais, et c'est là que je rebondis sur ce que vient de dire Yaya, je pense, et c'est sur la question de la prévention, que Mme Frémaux devrait être davantage soutenue par les autres ministres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, dont le ministre de l'Emploi. Il se trouve que c'est le même, tiens, c'est bizarre. Enfin, voilà, un ensemble de tutelles, un ensemble de matières qui concernent notre public aussi. Alors, juste une question par rapport justement à cet éparpillement des compétences. Alors, il y a aussi Pascal Smet qui est chargé de l'aide aux personnes. Est-ce qu'il y a une vision commune de vous deux par rapport à cela, par rapport à cette réorientation des moyens dans le secteur ? Écoutez, en tout cas, dès le début de la législature, il y a eu dans le chef de Pascal Smet et de moi-même la volonté de voir ce qui pouvait se passer ailleurs. Ça veut dire qu'aucun de nous deux ne se contentait de la situation de départ à Bruxelles. Je vous l'ai dit en tout début d'émission, nous sommes allés à Londres, nous sommes allés aux Pays-Bas pour voir comment est-ce qu'ils appréhendaient la problématique du sans-abrisme, sachant aussi qu'ils étaient dans des systèmes de transition beaucoup plus courts et qui réorientaient en fait beaucoup plus rapidement qu'uniquement sur la question de l'urgence. Parce que vous imaginez bien que s'il y a un projet en ordonnance, il n'est pas tombé il y a 6 mois. Ça veut dire aussi qu'il y a un travail... Au scandale du SAMU social, c'était en gestation bien avant, qui a été fait depuis 2 ans. Maintenant, on est dans un système effectivement
effectivement de copilotage, puisque c'est à travers la COCOM que le dossier doit être traité, puisque c'est la compétence bicommunautaire. Maintenant, il peut y avoir des sensibilités effectivement de l'un et de l'autre. Oui, et parce donc, que je dis ça parce qu'on connaît la position du CDH au sein du gouvernement aujourd'hui, qui n'est pas toujours simple. Alors pour faire avancer ces dossiers-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est la concorde au sein du gouvernement par rapport à cela? Écoutez, en tout cas, jusqu'à présent, je pense qu'on a pu avancer en partageant chacun nos sensibilités. Et probablement que certains vont se battre plus pour des orientations qui leur parlent différemment. Et moi, c'est vrai que j'ai une sensibilité plus particulière sur le secteur associatif, je m'en suis jamais caché. En tout cas, c'est une nécessité parce que là, vous l'avez fait lors d'un comptage, vous l'avez constaté lors d'un comptage, c'est que la problématique des sans-abri, elle ne fait qu'augmenter. Et il y en a de plus en plus que l'on trouve dans la rue ou dans des structures précaires. Et ça ne fait que rendre plus nécessaire encore l'augmentation des moyens. Le nombre augmente. Alors ce n'est pas une réalité propre à Bruxelles, on l'observe malheureusement dans d'autres villes en Europe. Mais effectivement, les couches les plus pauvres de la population bruxelloise ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Donc il y en a de plus en plus qui peuvent se retrouver à la rue. Vous y ajoutez des difficultés d'accès aux droits sociaux. Et là, on touche à des aspects de politique fédérale. On est en train de mettre davantage de conditions pour accéder au Minimex. Vous avez la question des migrants qui arrivent sur le territoire bruxellois aussi. Donc tout ça ensemble fait que la problématique prend beaucoup plus de place. On a doublé les chiffres en 9 ans. Et effectivement, les structures n'arrivent pas à suivre, tout simplement. Il y a, oui, le secteur de l'urgence a vu ses places augmenter de manière sensible pendant les 20 dernières années. Mais au-delà de ça, les autres solutions, chaque service essaye de créer des initiatives novatrices pour pouvoir répondre de manière originale et adaptée aux besoins des personnes. Mais il faut aller plus loin, c'est clair. Alors, dernière question, cette ordonnance, vous l'attendez pour quand? Elle sera votée, vous avez une idée de son entrée en application? J'aimerais bien qu'on puisse en 2018 converger vers un vote de cette ordonnance, mais ce que je pense qui est important, c'est de continuer à travailler comme on l'a fait depuis 3 ans, c'est-à-dire arriver à équilibrer les choses. Et chacun des acteurs l'a dit, il y a une nécessité importante de rééquilibrer les choses, d'avoir un clivage beaucoup moins fort qui n'a plus existé jusqu'à présent, parce que ça a été en fait d'une certaine manière un des clous du cercueil du SAMU social, si vous pouvez me permettre. Donc je crois qu'il y a maintenant un travail à faire sur les dernières lectures, voir comment le secteur se sent par rapport au texte, baliser toute une série d'orientations. Je suis une fan de dialogue, vous le savez. Très bien, merci en tout cas d'avoir ouvert ce dialogue ici sur ce plateau.